Alors, Mandiargue, Écrire entre les arts, c'est donc un ouvrage qui vient de paraître aux éditions des presses universitaires de Rennes et qui correspond à un colloque. Ce sont les actes d'un colloque qui a eu lieu en 2021 au Centre culturel international de Cerisy autour de l'écrivain André-Pierre de Mandiargue et des relations de son écriture avec les arts. Voilà. Donc il s'agit d'un colloque qui a été dirigé, tout comme l'ouvrage, par Ivona Tokarska, Pierre Tamigno et moi-même. Ce colloque a réuni près de 25 chercheurs et chercheuses venus du monde entier pour travailler sur l'œuvre de Mandiargue et sa relation aux arts. Mandiargue est un écrivain qui est né en 1909, qui est décédé en 1991, qui appartient à ce que l'on appelle le surréalisme de la seconde génération, c'est-à-dire un surréalisme plutôt d'après-guerre, et qui a également une écriture nourrie d'un univers très baroque, très fantastique, mais également qui, par certains aspects, peut annoncer le nouveau roman. Donc on a finalement différentes voies de recherche possibles dans son écriture. Et c'était justement l'un des objets de ce colloque, qui est né d'ailleurs lors d'un colloque précédent de Cerisy en 2016. C'était un colloque sur André Breton, 50 ans après sa mort. Et c'est lors de ce colloque que l'idée de travailler sur Mandiargue est née. Et ce qui est intéressant également, c'est que Mandiargue a connu Cerisy, a fréquenté Cerisy. Il y était venu pendant dans les années 50 et 60 lors de rencontres sur la poésie italienne et l'art contemporain. Voilà, c'était aussi une des raisons pour lesquelles ce sujet des relations entre les arts, qui correspond à l'esprit de ces rencontres, légitimait la présence de Mandiargue. Alors, les passerelles, qui étaient en fait celles exploitées par le colloque et de fait par l'ouvrage, d'abord, c'était la relation entre poésie et roman, d'une certaine façon, puisqu'il est à la fois poète, romancier, essayiste, donc il y avait cette traversée des genres littéraires. Ensuite, il y a l'aspect précisément des genres littéraires, alors dans le sens de baroque, surréalisme, fantastique, érotisme, et également nouveau roman. Donc tout cela jalonnait son écriture, et là aussi on voyait une certaine hybridation finalement de son style à travers ces genres. Il y a l'aspect cosmopolite qui est important, polyglotte. Il a travaillé beaucoup sur la poésie italienne. Il était très lié à l'Italie pour raisons familiales, personnelles, mais aussi à l'Espagne, au Mexique, et également au Japon, pour parler que de quelques directions géographiques. Donc tout cela a nourri également une espèce de transculturalité dans son écriture. Et je dirais enfin et surtout, il y a la relation aux arts, aux autres arts, qui est quand même la moitié de l'ouvrage. Peinture et photographie. N'oublions pas qu'il était un ami d'enfance d'Henri Cartier-Bresson, mais la peinture est absolument essentielle dans son œuvre. Il a écrit très nombreuses critiques d'art. Théâtre, puisqu'il a écrit 3 pièces de théâtre. Donc on avait des analyses sur cette thématique. Et également, de manière un peu marginale et pourtant essentielle, et je me suis appliqué à étudier le sujet, la question du cinéma. Acteur de Morrissey et Sylvia Kristel, connu pour les manuels, et il leur donne deux rôles magnifiques. Alors, en fait, l'idée de cet article, il est né quand, dans les années 90, j'ai rencontré son épouse, Bona Pierre de Mandiargue, qui était elle-même une peintre, et qui m'a donné cette information tout à fait fascinante. Antonioni souhaitait adapter le Lys de mer, et ça ne s'est pas fait. Donc, c'est resté comme ça dans mon esprit, sans avoir à y travailler vraiment dessus.
Et puis, de fil en aiguille, ce souvenir est remonté à la surface et je me suis dit, mais finalement, quelle drôle d'histoire, un film qui n'a pas eu lieu, une rencontre cinématographique manquée entre Antonioni et Mandiargue. Leurs univers, en plus, pouvaient paraître assez proches. J'ai dit Pasolini, pardon. Antonioni. Ah, ça, c'est curieux comme lapsus. Donc voilà, donc une rencontre tout à fait singulière qui n'a pas eu lieu. Et à partir de là, je me suis donc intéressé à la question du cinéma dans son œuvre. Et à ma grande surprise, je me suis aperçu que il avait été souvent adapté au cinéma. C'est-à-dire que ses romans ou ses nouvelles ont donné lieu tout de même à de nombreuses adaptations. Alors, et c'est un peu ce que j'ai, disons, analysé. J'ai commencé dans cet article, dans l'ouvrage, et je l'ai poursuivi ultérieurement dans un livre donc de la collection le cinéma des poètes de Carole Orouet sur Mandiargue et le cinéma, pour essayer précisément d'approfondir cette question de l'œuvre cinématographique qui n'a pas eu lieu, ou en tout cas qui reste très étrange dans l'univers mandiarguien. Étrange parce que si on part du principe que le point de départ, c'est un film qui n'a pas eu lieu. En l'occurrence, le projet inabouti d'Antonioni d'adapter Le Lys de mer. Mais si le projet n'a pas eu lieu, c'est parce que le film avait déjà été fait par Jacqueline Baudry, donc une cinéaste, qui avait déjà adapté ce roman, et par conséquent, Antonioni ne pouvait pas le refaire pour de multiples raisons techniques, économiques, bon, bref. Donc, le point de départ dans ma recherche, c'était donc un film manqué, un film inachevé, presque, j'ai envie de dire, un film invisible qui ne pouvait exister qu'à l'état de l'imaginaire. Et puis, également... Ah non, vraiment, c'était une idée qui a germé et qui n'a pas été... dont l'éclosion n'a pas eu lieu, en fait. Hein, voilà. Et puis, ensuite, parmi les autres films, on s'aperçoit que ce sont des films tout de même un peu déceptifs, même s'ils ne manquent pas d'intérêt. Par exemple, on peut penser à La motocyclette de Jacques Cardif, avec Alain Delon et Marianne Faithfull, bon, qui est tout de même assez déceptif, même s'il y a des moments psychédéliques assez étonnants dans le film. On peut penser bien sûr aux adaptations de Borowczyk, dont La Marée, dans Contes Moreau, avec la première apparition à l'écran, ou une des premières de Fabrice Lucchini. Bon, donc il y a à la fois un mélange de films prometteurs et en même temps qui donne un goût d'inachevé. Il faut voir aussi que toute l'œuvre de Mandiargue est hantée par l'image. C'est un écrivain extraordinairement visuel. Et donc c'est tout de même singulier, alors pour cela que j'emploie le mot étrange, c'est tout de même singulier de voir que cet écrivain, si habité par la notion d'image, n'a pas été finalement exploité, si je puis dire, au cinéma comme il aurait pu l'être. Je pense pas qu'il soit allé suffisamment loin dans la fonction, disons, de scénariste. Bon, il n'a jamais été réalisateur, hein, c'était uniquement un homme de l'écrit, mais je ne pense pas qu'il soit allé suffisamment loin dans la fonction de scénariste pour s'être réellement posé ce type de questions. Mais il est évident que tout son travail stylistique et littéraire se pose cette question de la justesse entre l'image et le mot. Ça, c'est évident. Alors, le rapport au son et à la musique... Est-ce que ça va ensemble ou est-ce que dissocié? Alors, justement, c'est là où effectivement la question surréaliste est intéressante, parce qu'on sait qu'André Breton avait cette relation assez complexe à la musique, et d'une certaine manière, il n'y a pas chez Mandiargue de corpus véritablement significatif sur la musique. Alors, dans un poème, il parle de Thelonious Monk. Dans ses mémoires, il évoque la musique dodécaphonique comme très inspiratrice de son rythme, de sa prosodie. Effectivement, on peut trouver dans certains romans une relation au sonore assez cinématographique,
notamment dans La Marge. Alors La Marge, le roman de La Marge se passe dans Barcelone, et compte tenu du fait que son écriture est très visuelle, souvent il passe par des métaphores cinématographiques. Bon, ça c'est la question. Même s'il ne le dit pas vraiment, la manière avec laquelle les personnages font déplacer leur regard dans l'espace, font se déplacer leur regard dans l'espace, montre que on peut imaginer des travelling ou des gros plans. Bref, vraiment, il y a une espèce de vocabulaire. C'est des vrais longs, dis donc. Il avait une bonne connaissance du cinéma. Et il s'en inspirait indiscutablement. Oui, une manière de décrire des moments dans la ville, pour en revenir à La Marge, donc qui se passe à Barcelone, une manière de décrire la ville comme dans une espèce de travelling. Enfin, vraiment, il y a des relations très fortes entre le descriptif littéraire et la manière de filmer. Et dans ce cadre-là, pour en revenir à La Marge, il y a une longue description qu'il fait de la ville, en insistant sur le fait que la ville est muette. Alors, dans ce passage de La Marge, effectivement, on peut voir ce descriptif de la ville, où tout d'un coup, le monde urbain très visuel se retrouve sans bruit, dans un mutisme total, nous invite effectivement à penser le rapport entre l'image et le son chez lui. Ce qui m'a intéressé sur ce sujet en particulier, c'est que il fait souvent référence aux machines d'enregistrement, aux dispositifs audiovisuels, aux dispositifs des images et des sons. Ça peut être par le biais d'une caméra, ou par le biais d'un électrophone, ou par le biais d'un parlophone, enfin, une espèce de machinerie d'images et de sons, comme un dispositif qui est finalement transféré dans l'espace textuel. C'est assez intéressant, mais malgré tout, ça reste assez marginal, dans le sens où il n'est pas allé, évidemment, aussi loin que les cinéastes eux-mêmes sont allés, de fait, évidemment, dans la relation entre l'image et le son, qui reste tout de même l'une des matrices esthétiques du cinéma. Dans l'Opéra des Falaises, qui est une nouvelle, je m'étais plu à trouver qu'il évoquait le sonore un peu comme on le retrouvait chez Ulysse de James Joyce, vraiment un travail sur la langue, qui essaie vraiment de restituer les sonorités du matériau dont le texte parle. Voilà, mais ça reste encore une fois des propositions assez ponctuelles dans son projet littéraire. Si on doit ouvrir sur la question du sonore au cinéma, alors effectivement, il y a une présence du son au cinéma dès le muet. Ça, c'est frappant, c'est passionnant. Et j'avais pensé à deux films qui étaient finalement à la frontière de par leur année de réalisation du muet et du parlant, c'est-à-dire les années 27, 28, hein, donc La Jeanne d'Arc de Dreyer et L'Homme à la Cavéra de Vertov, qui dans les deux cas sont vraiment à la frontière à la fois technique, économique du muet et du parlant, mais c'est vraiment frappant de voir comment dans le silence de l'image on peut figurer le sonore. Enfin, ça c'est quelque chose d'assez passionnant. Et puis ensuite arrivera bien sûr en 28 ce texte majeur d'Eisenstein, le contrepoint du manifeste orchestral, l'avenir du film sonore, dans lequel, puisqu'en fait le parlant arrive en 27, avec le chanteur de jazz de David Crossland, et à ce moment-là, donc on va avoir ce texte d'Eisenstein qui va dire qu'il faut largement se méfier de cet avènement du sonore, car cela peut potentiellement dénaturer l'essence du cinéma, qui pour lui était de l'ordre du montage, en particulier, mais particulièrement du montage, mais aussi de l'expressionnisme de l'image. Enfin bon. Et donc il faut pas que le cinéma devienne du théâtre filmé.
Et donc, ce qu'il conseille, ce qu'il préconise, c'est la disjonction de l'image et du son. C'est-à-dire que une image ne correspond pas au son qui apparaît en même temps, pour justement éviter cette redondance. Et ça va être toute une dimension très importante du cinéma moderne, jusqu'à Godard, cette conception finalement de la disjonction entre l'image et le son. Il y avait cette très belle phrase, c'est Robert Bresson, dans ses notes sur le cinématographe, qui dit que, alors je le cite de mémoire, hein, mais c'est quand le cinéma, plutôt tendance à dire quand le cinématographe d'ailleurs, quand le cinéma est devenu sonore, que le silence est devenu un choix esthétique. C'est une très belle idée.